Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'égalité des chances, la JMEC, instaurée par le collectif Different Leaders de l'association Article 1. La JMEC, c'est le 5 décembre, date commémorative de la mort de Nelson Mandela, grand défenseur de l'accès à l'éducation. Pendant une semaine, de nombreux événements sont organisés à travers le monde pour promouvoir l'égalité des chances à l'école. Et qui dit journée spéciale, dit invité spécial. On poursuit donc notre ascension avec Yacine Bouabdallah, ingénieur en architecture de réseau chez TF1. Yacine, c'est une histoire qui commence la tête dans les étoiles. Il grandit dans le 93 dans un mix culturel plutôt original, entre l'Algérie, la France, la Pologne et la Russie. Malgré un environnement miné par le déterminisme social et grâce à des personnes qui ont su croire en lui, Yacine a réussi à dépasser les attentes et se dépasser lui-même. Il fait partie de la toute première promo d'étudiants accompagnés par Article 1, puis des premiers Different Leaders. D'ailleurs, il est l'un des co-organisateurs de la première JMEC en 2015. Depuis 12 ans, il a construit son expertise en réseau. D'abord chez SFR dans les télécoms, puis à la RATP, chez Thales, Paris Habitat et enfin TF1. J'ai été touchée par sa patience, son engagement, son altruisme et sa générosité. Petite anecdote d'ailleurs, on a fait l'interview chez lui et j'ai eu la chance d'être invitée à déjeuner après. C'était trop bon. Spéciale dédicace à Rachida, son épouse. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Yacine. Donc, je m'appelle Yacine Bouabdallah, j'ai 36 ans. Donc, moi, j'ai grandi dans le 93, à Astin, une petite ville à côté de Saint-Denis. Mais j'ai pas fait toute mon enfance là-bas. Je suis né à Reims, d'abord dans le 51. Ensuite, après, mon père, il a décidé de partir vivre en Algérie, parce qu'il trouvait que la vie là-bas serait peut-être meilleure. Donc, on est parti avec ma mère et mes frères. Donc, à ce moment-là, j'avais un grand frère et un petit frère. Donc, on est parti vivre en Algérie et c'est arrivé au mauvais moment, puisque 92, 93, c'était le GIA, c'était les attaques et ça devenait dangereux. Et mon père, il a dit, du coup, on revient. On revient en France, donc on a eu la chance, on a quitté finalement Reims pour habiter dans Paris. Sauf à Paris, on s'est retrouvé dans le 20e, c'était un logement type T2, où on était finalement les 3 frères dans la même chambre et les parents dans le salon. Et ça devenait petit, puis enfin, il fallait grandir. Et donc, mon père, il s'est dit, tiens, peut-être la vie, elle sera plus belle en dehors de Paris. On a grandi à Stein. Donc, c'était pas forcément plus beau, en tout cas, c'était différent. Et j'ai grandi à Stein jusqu'à ce que je quitte Stein maintenant pour habiter dans le 95. Ton papa est d'origine algérienne. Tout à fait. Est-ce que ta maman l'est aussi ? Pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où viennent tes parents et comment est-ce qu'ils se sont installés en France ? Tout à fait. Alors, ma mère, elle est française d'origine russe-polonaise, déjà rien à voir. Mon père, il est algérien d'origine algérienne, il est né en Algérie, donc ça, il n'y a pas de souci. Il est venu en France, je ne sais plus en quelle année, peut-être en 82, je crois, ou 80, enfin peut-être début des années 80 en tout cas. Il est venu, il a commencé en tant que bûcheron. Je crois que j'ai vu ça dans son premier acte de naissance, enfin je ne sais même pas trop où je l'ai vu d'ailleurs, j'ai vu bûcheron, ma mère était couturière. Et ils se sont rencontrés à Reims et du coup, moi je suis né en 85, ils ont dû se connaître peut-être 2 ans avant, 83 je pense. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour eux, l'installation en France, notamment à Reims, si ça a été facile Ouais. ou pas ? Alors je sais pas trop. Ma mère, du coup, elle était dans son environnement, parce que c'est là qu'elle a grandi, avec sa famille, avec tout. Mon père, lui, quand il s'est installé à Reims, c'était parce qu'il y avait son grand frère, du coup, mon oncle, qui travaillait là-bas. Il était mécanicien à l'époque, en tout cas, mécanicien électronicien pour les camions poids lourds. Et donc, il a grandi avec lui.
finalement, il a habité chez lui avant de trouver son propre appartement. Puis ensuite, après, il a rencontré ma mère et ils sont installés. Je sais que ça, le reste, je pense que c'est, vu nos origines, c'est un peu pudique. Donc, c'est des questions qu'on pose pas, quoi. Quel a été le rôle de ta famille pendant ton parcours scolaire? Alors, il a été différent en fonction des personnes qui m'ont accompagné. Ma mère, par exemple, a été agent de service, elle était pas souvent là. Donc, ce qu'elle voulait, c'était juste qu'on aille à l'école, qu'on travaille. Mon père, lui, ce qui l'importait, c'était que quand on a le bulletin au bout du troisième trimestre, c'était qu'on ait la moyenne partout et que, comme tout parent, il va, je sais pas pourquoi. En plus, hier, je regardais Malik Bentala, c'était exactement ça, c'est les maths. Il veut savoir les maths, combien t'as, et il comprend pas pourquoi. Je sais pas, c'est une référence pour lui. En tout cas, c'était les mathématiques. Et par contre, c'était mon grand frère qui lui, n'était pas du tout studieux, si je peux dire ça comme ça. Et qui, par contre, lui, croyait en moi, en tout cas, déjà. Et puis, il me disait, Yacine, toi, t'es fait pour l'école. Et c'est vrai que quand moi, je voulais rester dehors avec mes amis, lui, il me laissait pas dehors. Il me disait, non, rentre, va travailler. Il savait pas ce que je faisais, il comprenait rien. À un moment donné, j'étais mon niveau d'études faisait que j'ai dépassé un peu tout le monde dans ma famille, mon père, mes frères ou ma mère. Ce qui fait qu'ils me disaient va travailler. Ils savaient pas ce que je faisais, mais si j'étais à la maison dans ma chambre, pour eux, ça suffisait pour que je travaille en tout cas. Donc voilà, ça s'est fait ça. Et puis c'est eux qui m'ont donné un peu ce cadre pour pouvoir travailler. C'était quoi le premier métier que tu as envie de faire étant enfant? Astronaute. Astronaute. J'ai fait astronaute quand j'ai dit à mon père, il a rigolé, je crois, j'étais sur un repas, il dit astronaute, il a fait pfff, et il a explosé de rire parce que c'est vrai, hein, c'est pas commun, enfin je veux dire, c'est pas des métiers qu'on connaît, mais ça fait toujours rêver, je pense, les étoiles. Et puis quand on dit aussi, pareil, on a les yeux dans les étoiles, c'est qu'on rêve un petit peu à un moment donné. Et je me rappelle quand on a eu notre premier ordinateur à la maison, il y avait le premier CD, c'était la découverte des planètes en fait. Et je comprenais rien, mais je voulais regarder parce que c'est beau en fait, simplement, c'est un milieu qu'on connaît pas. Et finalement, peut-être plus tard en grandissant, j'ai compris que ce qui m'attirait, c'est tout ce qu'on finalement on peut pas atteindre, on peut pas avoir, et c'est peut-être des objectifs que je me suis donné. Je sais pas, hein, c'est une idée, mais en y repensant, c'est astronaute en tout cas, le premier métier que je voulais. Mais je m'attendais pas à cette réponse parce que Pourtant, c'est la vérité. non, mais parce que dans une interview, tu avais dit que mais après c'était en quatrième, donc tu étais un peu plus âgé. Ça c'était après. Oui. Ça c'était alors du coup quand je t'ai dit le premier ordinateur, c'était avant, c'était CM2, 6e. C'est à ce moment-là. Après, du coup, pour embrayer sur ce que tu disais, c'était en quatrième, on rend à la conseillère d'orientation. On a quel âge du coup en quatrième? On a 14 ans, je pense, on rentre dans une phase de l'adolescence, etc. Et c'est vrai que quand, du coup, on nous pose la question, quel métier que vous voulez faire, je pense qu'on est tous un peu perdus, mais de loin, on n'a aucun repère. Ou c'est pas une excuse, mais en tout cas, on n'a pas d'idée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'interview que j'avais donnée, j'avais dit que je voulais être gynécologue. Et je sais pas pourquoi, mais c'était un métier en fait, je pense que ça servait à rien de voir le conseiller d'orientation et d'information, je sais plus comment il s'appelle, parce que on nous a déjà briefé à l'avance par les grands de nos cités ou tout ça avec qui on a grandi que de toute façon, ça sert à rien. Donc, autant que ça sert à rien, autant donner n'importe quoi comme métier, parce que de toute façon, ça sert à rien. Et donc, le métier où on sait qu'on fera jamais, c'est ce métier-là, en tout cas, qu'on s'imaginait pas dedans. Et c'est la première chose que j'avais sortie, c'était gynécologue. Écoute, moi, ça m'intéresse beaucoup cette phrase du coup que tu entendais, ça sert à rien. Ouais. À ton avis, ça vient d'où cette idée selon laquelle ça sert à rien d'aller à l'école, ça sert à rien d'étudier, et de toute façon tu finiras. Électricien. Ouais, et encore électricien, c'est pas mal, hein. Ouais. Ça gagne bien. Moi, je me serais pas déplu électricien. Hein. Mais tu vois, je sais que dans une autre interview, tu disais que depuis ta fenêtre, tu voyais que des dealers. Donc ouais, en fait, ça vient d'où cette idée, ce déterminisme? Ouais, l'origine, je l'aurais pas, mais en tout cas, pour mon cas à moi, c'est que quand tu grandis dans un milieu où des gens n'ont pas fait de grandes études eux-mêmes, je pense qu'eux se convainc eux-mêmes que ce milieu n'est pas fait pour réussir. Et au lieu plutôt de nous inciter, nous, à réussir, certains, en tout cas, te disent que ça sert à rien d'aller plus loin. Et ça, c'était pas du coup la vision de mon grand frère, mais quand on grandit, ça sert à rien. Et puis quand on a autour de nous d'autres enfants de notre âge qui eux grandissent dans d'autres cités aussi, parce que quand on est au collège, on mélange les enfants de différentes cités, on se retrouve et qui disent ouais, ça sert à rien, sans dire de bon nom d'oiseau, mais bon, bip, l'école, de toute façon, bip, les profs, ils servent à rien.
bah, à un moment donné, tu y crois, mais vraiment parce que tu te dis, t'es pas bon. Et le pire, ou le Graal, je sais pas comment on peut le voir, c'est quand on a des professeurs qui disent, de toute façon, vous allez tous finir à la NPE, à l'époque c'était la NPE, vous allez finir là-bas. Donc, finalement, on grandit dans un environnement où, que ce soit nos camarades qui n'ont pas envie d'aller à l'école ou qui ont grandi dans d'autres milieux et qu'on a certaines personnes avec qui on a grandi qui nous disent, de toute façon, ça sert à rien, qui font rien du quotidien. Et en même temps, on a le prof qui, par-dessus tout, lui, qui est le Graal, qui te dit, de toute façon, vous allez finir au Pôle emploi. On se dit, mais en vrai, on va rien faire, quoi. Et donc, quand le prof nous dit, de toute façon, au mieux, vous ferez plombier, électricien, à l'époque, bah, aujourd'hui, on se rend compte que c'est des métiers manuels et qui ont de la valeur, mais quand il nous le dit, c'était un peu réducteur pour nous, en tout cas, où on se dit, bah ouais, peut-être on est nul en vrai et on n'y croit plus. Donc, ça sert à rien, il vient, je pense, il vient pas d'un endroit, il vient d'un ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des profs qui croient pas forcément là où ils enseignent, en tout cas, ils n'y croient même pas que les enfants de banlieue peuvent réussir. En même temps, on grandit dans un environnement où finalement même nos camarades, enfin nos amis avec qui on grandit ne pensent pas qu'on peut réussir. Ou en tout cas, si je leur avais dit, moi, il y a 20 ans maintenant en arrière que je vais faire ingénieur, c'était pas possible. Il n'y avait pas d'ingénieur à côté de nous. Et même moi, je savais même pas ce que c'était que le métier d'ingénieur. Donc finalement, tu n'as aucune visibilité à part le livreur de pizza, le petit métier, enfin l'autre qui va faire livreur, ou tous les petits métiers qui touchent un peu à l'artisanat, enfin que je dénigre pas, qui sont très bien. Mais je pense que l'objectif, il va pas plus loin que ça, quoi. Et est-ce que ça vaut le coup d'aller faire une terminale et plus pour ça? C'est la conclusion, c'est non finalement, donc on sert à rien, quoi. Selon tes profs, selon les conseillers d'orientation, tu étais plutôt destiné à finir au Pôle emploi, au mieux être électricien plombier. Pourquoi t'as pas fini comme ça? Parce que j'ai également eu d'autres profs qui m'ont aidé. Si tu veux, ça s'est fait en 2 fois. Je pense, enfin, tout à l'heure, j'ai dit terminale, mais enfin, terminale, c'était un prof en particulier qui croyait pas en nous. Mais jusqu'à la seconde, j'étais persuadé de m'être trompé. Donc, la conseillère d'orientation, quand je lui ai dit, moi, j'aimais bien un peu les nouvelles technologies, l'informatique, l'Internet, etc., elle m'a dit, c'est super, pour toi, j'ai trouvé. Tu vas faire, ça s'appelle aujourd'hui STG. En tout cas, tout ce qui est un peu commercial et compagnie. Mais c'est pas du tout mon domaine, quoi. Donc j'ai fait une année en seconde, si tu veux, où je savais que j'étais perdu, mais de loin perdu, et je voulais m'en sortir de là parce que j'étais au collège Maurice Trio à Stein à l'époque, et c'était, enfin, si tu as envie de travailler, c'était pas le bon endroit en tout cas. Donc le collège, déjà le lycée, la première année c'est difficile parce que tu es un peu autonome, tu rencontres tes amis qui sont dans d'autres classes, et en plus t'es pas poussé pour travailler. Enfin, rien n'était réuni pour réussir honnêtement là-bas. Enfin, pour moi, hein, je parle pour moi. Et donc, je suis parti et j'ai trouvé une section qui s'appelait électronique à Polyluire. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des profs, je ne sais pas si ça joue ou pas, mais de milieux et d'origine sociale un peu équivalents à nous où on a grandi. Et c'était tout de suite beaucoup plus facile parce que ces professeurs nous ont compris, nous, en fait. Ils savaient comment on était, ils savaient d'où on a grandi, donc on ne pouvait pas un peu leur faire les entourloupes ou les blagues qu'on faisait à d'autres professeurs qui viennent d'autres milieux. Et la différence, elle a commencé ici. Ou bah, finalement, on a eu des profs qui nous ont un peu cadrés, mais pas cadrés comme des professeurs normaux. Dit ah non, enfin, si t'as pas fait ça, c'est 50 fois, je fais mes devoirs. Non, lui, il s'en foutait. Si t'as pas fait tes devoirs, enfin, il est pas content, il te prend, il te serre la main, il te tord le bras, quoi. Mais c'était peut-être ça qu'on avait besoin à un moment donné pour qu'on nous remette les idées en place. Et c'est ces professeurs-là, c'est les mêmes professeurs que je pouvais dénigrer des années plus tôt, qui finalement des autres professeurs, un autre corps, en tout cas enseignant, qui nous a vraiment aidés à s'en sortir. Et ça m'a suivi en première, en terminale, en BTS. Et en BTS, ça a été un vrai tournant parce que ce sont tous ces professeurs qui nous ont poussés à aller au-delà du BTS, à faire vraiment une prépa, une école d'ingénieur, ce que jamais on pouvait imaginer auparavant. Et il y a eu plein de péripéties, mais en tout cas, c'est grâce à ces professeurs-là qu'aujourd'hui, je pense, j'ai pu réussir. Donc, il y a eu ces professeurs et il y a aussi une autre rencontre qui t'a permis de devenir ingénieur. C'est la rencontre avec... Alors, à l'époque, c'était Passeport Avenir. Le cercle Passeport Télécom. Exactement, en 2005, quoi. C'est encore plus vieux. Encore. Ça a changé plein de fois de nom, ouais. Qui est maintenant Article 1. Tout à fait. Mais donc, c'était la rencontre avec cette association qui t'a peut-être ouvert la voie vers le métier d'ingénieur. Tout à fait. Bah alors, en fait, c'était simple. C'était ces professeurs de BTS que j'avais. Ils nous ont dit, il y a une association qui se crée et que l'école va faire partie. Parce qu'à l'époque, il fallait faire une école préparatoire qui rentre dans les métiers des télécoms. Fallait être issu des zones ZEP, ESUS, donc zone urbaine sensible, zone d'éducation prioritaire. Fallait être boursier. Enfin, il y avait énormément de conditions. Puis bah, ça tombe bien à Saint-Denis, où on était, on avait toutes les conditions réunies. Donc finalement, ça tombait bien pour nous. Et puis il nous a dit, allez-y, c'est fait par SFR.
Donc lui, en plus, il nous dit: «C'est SFR, vous allez peut-être pouvoir avoir des téléphones portables, des PC, vous allez avoir des enfin, il nous a vendu du rêve, je pense, un petit peu, mais il nous a poussé à faire cette classe prépa. Sachant que cette même classe prépa, avant qu'on entende parler de l'association, nous, pendant toute l'année, on l'a vu. C'est des mecs qui allaient dans des salles de cours, je me rappelle, il n'y avait pas de fenêtre, rappelez-vous. Il y avait un hublot. Pour avoir la lumière, il fallait ouvrir le hublot. Ils avaient, je crois, enfin, je le disais plein de fois, plus de 40 heures de cours par semaine, 2 heures de devoirs à la maison. Et c'était tout ce que nous, en BTS, on n'était pas prêts à faire, si tu veux. Et quand nos professeurs nous ont dit, vous allez faire ça, nous, on leur a dit non. En fait, c'était non, c'est pas possible, parce que derrière, on voyait d'autres qui revenaient, qui avaient fait plutôt des licences professionnelles, qui avaient fait un bac+3, et qui avaient. Je me rappelle, il y en a, il faisait de la technique dans le médical, dans le biomédical. Il remplaçait des appareils électroniques. C'était sympa. Il avait une voiture. Il gagnait 1 800 €. Et nous, ça nous faisait rêver. Parce qu'on se dit, bah ouais, en fait, il a une voiture, il a un bon salaire, il a son téléphone, il vit bien. Donc pourquoi je vais aller faire la classe prépa? Et bah, il y a nos professeurs, ils ont identifié quelques élèves, dont j'ai eu la chance de faire partie, pour nous pousser à faire ces classes préparatoires. Et à un moment donné, on te pose la question, bah, en vrai, c'est 1 an. Et pourquoi pas, quoi. Donc on y est parti 1 an. Quand je dis on, c'est parce que j'étais avec la décision, je l'ai pas prise tout seul. Enfin, j'y suis allé avec un autre ami qui a voulu faire le même parcours que moi, qui s'appelle Amadou. Et donc on est parti. Et effectivement, il y a eu cette rencontre du coup avec Article 1 qui s'est fait. Donc on n'a pas eu le téléphone, l'abonnement qu'on voulait. Ça, bon, on a compris qu'il nous a pipoté un peu le professeur. Par contre, on a eu notre première rencontre avec un ingénieur. Et ça aide beaucoup finalement de voir qu'un ingénieur. C'est-à-dire qu'au début, quand on a l'image, un peu les stéréotypes, l'ingénieur, c'est le monsieur costume, cravate, les lunettes, sérieux, enfin, et qui arrive et qui a pas forcément beaucoup d'humour. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'est à peu près l'image ou la caricature qu'on peut donner. Et cette rencontre, elle s'est très bien passée. Et ça, c'est un binôme finalement, parce que j'ai eu beaucoup de complicité avec mon tuteur, du coup, Philippe à l'époque. Et ça a duré 4 ans et bah, il m'a aidé à tout, quoi. Il m'a aidé à écrire un CV, une lettre de motivation, préparer mes entretiens, à faire mes devoirs d'anglais. Il est venu à la bibliothèque avec moi travailler quand j'ai des difficultés. Enfin, tout ce que j'aurais jamais pu avoir sans l'association finalement. Et puis ça a été super. Il me semble que tu parlais de choc des cultures Mm. au moment où tu as rencontré ton tuteur. Comment ça s'est passé, ton arrivée dans l'enseignement supérieur? Est-ce que tu t'es senti différent? Est-ce que tu t'es senti à ta place? Déjà, en se regardant les enfants de la télé, tu as retrouvé des phrases que je me rappelais même plus avoir dit. Mais c'est très bien. Oui, c'est le choc des cultures parce qu'on lui et moi, on était à l'opposé, si tu veux. C'est que lui, il est en costume, moi, je suis en survêtement. Ses hobbies, ça doit être certainement l'informatique, les télécoms. Moi, c'était d'aller jouer au foot. Enfin, pas forcément assidu, alors qu'à l'ingénieur, il est assidu. Donc, c'est un choc en tout point. Et je viens de la banlieue, il habite Paris. Enfin, si on cherchait des points communs rapidement, on n'en trouve pas, en vrai. Et le seul point commun qu'il y avait, c'était l'envie de réussir, en fait. Et aussi bien pour lui que pour moi. Lui voulait réussir sa fonction et moi, je voulais réussir la mienne. Moi, je l'ai pas ressenti parce que là où j'ai fait mon école d'ingénieur, il y avait beaucoup de mixité sociale, il y avait des gens de tout horizon et finalement, ça a été une adaptation super rapide pour moi parce que on s'est tous compris, on a une classe, enfin, on a une promotion, je pense, qui a été extraordinaire. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec beaucoup d'entre eux, on se revoit régulièrement. Maintenant, on est tous parents, enfants, famille, on se revoit tous ensemble et j'ai pas eu ce choc des cultures. Par contre, ce choc de culture, tu l'as dans tes premières expériences en entreprise où tu te demandes est-ce que là où je vais aller, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, comme moi? Et comme moi, ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens issus déjà de la banlieue? Est-ce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes là où je vais travailler, d'origine sociale qui est à peu près identique que moi, ou de nationalité, ou de points communs? On n'en sait rien en vrai, et je connais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, l'enseignement supérieur, il y a pas eu ce choc des cultures. Et quand je suis arrivé chez SFR la première fois où j'étais dans le service réclamation, encaissement, bah, pour gérer des plaintes, j'étais choqué, mais positivement parce que bah, je l'ai pas eu ce choc de culture encore une fois, parce qu'il y avait beaucoup de mixité, beaucoup de personnes d'origine africaine, d'origine maghrébine, il y avait d'Europe de l'Est, il y avait de tout vraiment. Et je pense que ça a été un vrai point positif pour moi. Et je me rappelle que quand j'ai connu SFR, je me suis dit, je voudrais un jour, en tout cas, mon premier rêve, ça serait de rentrer un jour chez SFR. Enfin, dans mon métier, mon futur métier ce sera chez SFR. En tout cas. À ce moment-là, tu le savais pas encore, mais tu as fini par réaliser ce rêve, ce Ouais, premier rêve, ouais, parce que tu as fait quand même, tu fait une belle carrière chez SFR oui. et tu as enchaîné sur de très beaux noms sur ton CV. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution professionnelle et
justement de cette expérience, peut-être cette rencontre avec le monde du travail? Ouais. Du coup, à un moment donné, on m'a appelé bébé SFR parce que j'ai fait premier stage d'été chez SFR, deuxième stage d'été chez SFR. J'ai fait mon stage première année d'ingénieur chez SFR. J'ai fait mon stage de deuxième année chez SFR. Mon stage de troisième année d'entreprise. J'avais le choix entre Sofrecom, une filiale d'Orange et SFR. Et je suis parti SFR. C'est pas parce que c'était par piston SFR, c'est vraiment parce que j'ai réussi à y aller et que ça me plaisait ce que je faisais. Ensuite, je suis arrivé en 2009, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mais c'était la crise sociale. On sortait de la crise financière de 2008, pas de travail. J'ai commencé par de l'intérim pour SFR. Ensuite, j'étais embauché en prestation, en SS2I, ce qu'on appelle aujourd'hui des ESN, en tant qu'ingénieur validation chez SFR. Et le Graal, là où pour moi la première réussite finalement c'était, bah, j'ai réussi à avoir un CDI en interne chez SFR, pareil. Donc, il faut courir un peu, enfin, j'ai l'impression d'avoir cravaché beaucoup plus que d'autres à certains moments, alors que d'autres avaient des CDI tout de suite, et moi je comprenais pas que j'ai dû passer par l'intérim de l'ESN pour rentrer chez SFR. Mais c'est pas grave, moi enfin, la force, enfin, je l'avais vu sur un bateau une fois, c'est que la force, enfin, notre différence, c'est notre force en vrai. Et j'y crois, et donc s'il faut travailler 10 fois plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis allé chez SFR et j'étais content. Et je partais à Barcelone ce jour-là, je me rappelle. Et quand je l'ai appris, j'étais dans le couloir avec ma valise et j'étais très content. Ça a été ma première vraiment expérience chez SFR. Du coup, j'y suis resté plusieurs années. En tout cas, je suis rentré en interne de SFR en avril 2011, si je me trompe pas. J'ai fini chez SFR le 30 novembre 2016 parce que bah, du coup, plein de départs volontaires et bah, l'opportunité pour moi d'aller faire autre chose. Pas qu'il n'y en avait pas chez SFR, mais en tout cas d'aller ailleurs. Ensuite, j'ai côtoyé la RATP où j'ai fait de l'architecture réseau et télécom sur un nom qui s'appelle Tetra. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, c'est le nom de l'opérateur de la RATP. Ensuite, j'ai senti rapidement que bah, ça me manquait un peu les télécoms. Enfin, je voulais faire autre chose, donc là, je voulais repousser autre chose. Je suis passé 2 mois par une petite entreprise qui s'appelait Action, mais qui m'a pas plu. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Thales. Donc, je suis allé chez Thales parce que bah, je trouve que c'est mieux d'être toujours chez un client, un grand client, un grand compte, un client final. Donc, je suis allé chez Thales, où là, je pensais vraiment enfin, trouver une bonne stabilité. J'y suis rentré. Et j'ai pas forcément eu le plan de carrière que moi j'aurais voulu avoir. Pas que l'entreprise m'a pas donné, parce que ça serait mentir, mais que moi j'ai pas voulu. Et je pars du principe que finalement, enfin, tout ne revient qu'à nous-mêmes, c'est ce qu'on se disait. Et que bah, si je veux avoir plus, ça viendra de moi et ça viendra pas de. Enfin, j'ai jamais vu une entreprise qui dit bah tiens Yacine, t'es super, on va te promouvoir manager demain et on va t'augmenter de 20% parce que t'es génial. Bah, ça n'existe pas. Et que si tu veux plus, bah, tu vas chercher par toi-même. Et c'est ce que je me suis dit. Moi, je voulais plus parce que bah, déjà, j'avais ma femme qui était enceinte, il fallait voir, il y avait des frais en plus à payer. Parce que il y avait le Covid qui est passé par là, j'étais pas épanoui, j'avais pas envie de revenir au travail. On se pose plein de questions en fait, et j'ai voulu changer. Je suis allé chez Paris Habitat, j'ai pris un poste de manager chez Paris Habitat. Mais pareil, je pense que j'étais pas encore satisfait, en tout cas au fond de moi, convaincu de que ce que je faisais c'était bien. Pourtant, j'y ai cru parce que Paris Habitat c'était un peu social. J'étais avec l'article 1, je me suis dit, tiens, je vais trouver un épanouissement personnel à côté. Mais je l'ai pas eu. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que quand je cherche une entreprise, je regarde toujours aussi sa fondation. Et ça, c'est important aussi pour moi. Et TF1, je sais qu'ils ont une bonne fondation parce que j'ai déjà vu la directrice de la fondation parler. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, TF1, c'est une opportunité. Et là, ça fait 1 mois et 2 semaines que je suis chez TF1. Je suis responsable du réseau chez TF1. J'ai un poste à responsabilité. J'ai plus d'une dizaine de personnes à gérer. Et puis également, bah, il y a la fondation TF1 qui agit beaucoup pour l'égalité des chances, que j'ai pas encore eu le temps de rencontrer. Mais bon, je pense qu'il faut aussi que je trouve le temps de trouver mes marques, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire après. Bah, bravo pour ton nouveau job. Merci. Justement, parlons un petit peu de cet aspect. Donc tu mentionnais la fondation de TF1. L'engagement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie. Tu es, toi, personnellement très engagé via Article 1 et il me semble que tu as aussi d'autres activités. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça prend une place aussi importante et pour quelles raisons, en fait, tu t'investis autant personnellement? Alors, en fait, tout ça, je savais pas que je pouvais faire, enfin, que j'allais rendre autant que j'ai pu. Enfin, autant, c'est peut-être prétentieux, mais que j'allais rendre en tout cas un minimum ce qu'on m'a donné. Et c'est en 2012 quand Article 1, bah, aujourd'hui, avant, c'était Passeport Avenir, a créé les Different Leaders. Et finalement, c'était une communauté d'anciens bénéficiaires de la communauté qui allaient pouvoir, à leur tour, redistribuer ou rendre un peu ou participer à des actions, vu qu'ils ont pu en bénéficier bénévolement auprès d'autres élèves. Donc, j'ai trouvé l'idée super.
Donc tout de suite, ça a été un oui. Boléwa Sabourin, qui aujourd'hui a créé un collectif qui s'appelle Loba, j'ai fait une intervention avec lui également une fois, parce qu'il a apporté beaucoup à l'association, et également, moi généralement, à tous ceux à qui je dois quelque chose, j'interviens toujours pour essayer de leur rendre à ma façon ce qu'ils ont pu m'apporter. Et donc avec Boléwa et puis d'autres bénéficiaires du coup de la communauté des Different Leaders, on a monté différents événements. Donc déjà, on a monté une journée mondiale de l'égalité des chances où on a intervenu dans différents pays justement pour montrer que l'égalité des chances, c'est pas un problème franco-français, c'est un problème international, et surtout en fonction des pays, c'est pas le problème n'est pas le même. En France, quand on parle d'égalité des chances, on parle beaucoup des jeunes issus de la banlieue ou d'origines sociales différentes. Mais quand on parle d'égalité des chances au Maroc, on peut pas parler d'immigration, c'est pas le même problème. Moi, quand je l'ai fait au Maroc, l'égalité des chances, c'était les femmes, parce qu'elles n'ont pas forcément le même statut social, l'émancipation des femmes, ou les travailleurs en situation de handicap, ceux qui habitent dans des villages reculés, qui n'ont pas accès du tout à l'éducation. Donc le problème n'est pas le même, mais on parle toujours d'égalité des chances à un moment donné. Donc j'ai pu travailler avec eux 2 années consécutives sur l'égalité des chances. En parallèle, vu que j'étais chez SFR, et SFR était à l'origine, à la genèse même de l'association, j'étais mentor. Quand je suis rentré chez SFR, j'ai voulu m'investir moi aussi, parce que j'ai vu un mentor chez SFR, mentor et redonner. Donc j'étais tuteur, j'ai accompagné plusieurs jeunes, du coup, tout au long de leur scolarité, en tout cas en prépa ou en école d'ingénieur, pour les aider à réussir, comme moi, on a pu m'aider, en tout cas à ma façon. Grâce à différents discours que j'ai fait pour article 1, je me rappelle, j'ai fait l'intervention dans des collèges privés, dans du privé, dans des gens en prépa, pour justement essayer de les remotiver, des gens qui étaient un peu démotivés. Il y a plein d'interventions comme ça que j'ai faites, parce que je me dis, c'est une chance inouïe que j'ai pu avoir, moi, d'avoir cet accompagnement. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure satisfaction personnelle de pouvoir se dire un jour que j'ai pu être utile quelque part pour quelqu'un. Parce que le faire pour soi, c'est bien, mais je pense que le faire aux autres, c'est mieux. Et donner, je pense, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Et donc, moi, si je peux aider, j'aiderai. Si je comprends bien, pour toi, c'est important de redonner ce que toi, tu as pu recevoir. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir changé de classe sociale? Alors déjà, oui, pour moi, c'est important, je pense, de donner. Déjà parce que c'est une satisfaction personnelle. Chacun le reçoit, le vit en tout cas, ou le perçoit à sa façon. Pour moi, je pense que j'ai avoir un côté un peu généreux. Je pense, hein, en tout cas, pour pas dire c'est les gens disent de moi que je peux avoir un côté généreux, ou ma femme parfois me dit je suis un peu trop gentil, un peu trop naïf. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je pense ne pas être méchant, et je pense aimer le partage. Et donc, c'est vrai que je donne beaucoup, et au point que parfois je peux me sacrifier moi, ou passer moins de temps avec ma famille pour donner à d'autres. Mais ça, après, c'est toujours en accord ou en arrangement avec ma femme que je trouve ça, parce qu'elle partage un peu les mêmes valeurs. Mais oui, en tout cas, donner, c'est important, en tout cas. Et est-ce que j'ai changé de classe sociale? Alors, naturellement, je pense que maintenant, avec le poste que j'ai eu, et les moyens qu'en tout cas avec ma femme on s'est donné de réussir, je pense qu'on a atteint un niveau au-dessus. Il n'y a pas forcément 10 000 niveaux, mais je pense en tout cas pouvoir être sorti de l'environnement où j'ai grandi. Déjà, je pense que c'est une première réussite pour ma famille. Pouvoir subvenir aux besoins de toute ma famille, avec ma femme, en tout cas que notre salaire suffise à subvenir à tous les besoins de notre famille, donc montre qu'on a également changé de classe sociale. Est-ce que dire qu'on est les nouveaux CSP+, comme ils aiment bien l'appeler? Non, mais est-ce qu'en tout cas aujourd'hui je peux dire que je vis, en tout cas, avec mon travail? Oui, je vis plus facilement, en tout cas, que j'ai pu grandir avant. Et surtout, le principal à un moment donné, c'est de se dire que à nos enfants, on veut pas qu'ils puissent vivre, en tout cas, ce que nous on a pu vivre par le passé. Et on veut pas du tout qu'ils connaissent toutes ces choses-là, si tu veux. Et c'est important pour nous, et on se donne les moyens, en tout cas, à leur donner un meilleur environnement, grandir dans un environnement, en tout cas, beaucoup plus stable, beaucoup plus riche culturellement, parce que, je le disais souvent à ma femme, la culture, c'est pas forcément le milieu dans lequel on a grandi. Si moi, quand j'étais au collège, j'ai dit je vais aller au musée, je pense que j'aurais jamais eu d'amis. Dans ma cité, je pense que c'est normal. Donc oui, classe sociale, c'est financièrement, oui, je gagne mieux ma vie, et je pense que c'est en partie grâce au travail aussi. On m'a pas aidé. Par article 1, mais je veux dire qu'on n'a pas été facilité, en tout cas. Oui, on a grandi, on a changé de classe, parce que maintenant, du coup, la culture, on s'intéresse à plus de choses de la vie qu'on pouvait s'intéresser par moment quand on était jeune. Donc, oui, on a changé. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est d'autres personnes? Non, je pense que le naturel, il est en nous, et que quand comme moi, on a fait nos armes, et on a grandi en banlieue, on a vécu des drames en banlieue, on a vécu de belles choses en banlieue. Je pense que
on a une accroche, quoi qu'il arrive, qui est là. Et moi, le 93, je le vois pas de la même façon qu'une autre personne de 93. Je veux dire que 93, c'est la banlieue. 93, c'est dangereux, mais 93, c'est bien. Il y a des belles réussites, il y a des belles choses à faire. Et je pense que faut être fier aussi de là où on vient, tout simplement. Le fait de partir d'un milieu populaire, de la banlieue pour toi, et d'arriver, on visualise plus haut dans la pyramide sociale, bah, ça se fait, forcément tu gagnes des choses, mais parfois aussi c'est au prix d'autres choses, et c'est de comprendre quel effet ça a sur toi, de renoncer peut-être à certaines choses, d'être perçu différemment par les gens qui sont restés. Et voilà, et comment tu vis avec, bah, tu fais d'autres rencontres, tu ouvres ton cercle, tu t'apprends de nouvelles choses, voilà, comment est-ce que tu vis cette nouvelle vie entre guillemets, quoi. Ouais, nouvelle vie. Non, c'est pas, tu vois, Oui, c'est mal dit, mais non, mais j'ai c'est compris, quand même, ce changement social, en tout cas, de statut c'est ça, social. c'est plus la progression, la progression, ton évolution, toi, personnelle, elle se traduit aussi par une évolution sociale, et c'est finalement comment tu vis ce changement. Enfin, du coup, c'est le phénomène de transfuge de classe. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte, toi, quand t'es dans tes études, quand tu changes de taf, t'es pas en train de te dire ah, je suis un transfuge, mais c'est le processus qui te change, qui te transforme, et tu t'en rends pas compte. Ouais. Bah déjà, la chance que j'ai, c'est j'ai pas gagné un euro-million, il s'est pas venu d'un coup, ce changement, donc j'ai eu le temps de le voir. Et la chance ou pas, c'est que mes premiers salaires m'ont pas permis non plus d'acheter une villa ou un grand appartement dans Paris. Donc, quand j'ai commencé à travailler, pareil, j'ai grandi, j'étais toujours Astin, finalement. Mes premières années de salaire, j'étais Astin. Donc, j'ai connu les moments difficiles à Stein, où j'ai grandi. J'ai connu le changement où j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent parce que j'avais mes premiers salaires d'ingénieur en étant à Stein. Ensuite, il y a eu le moment où j'ai déménagé, j'ai vécu tout seul, mais j'ai jamais trop loin, mais c'était toujours dans des banlieues. Et à la fin, donc j'ai déménagé avec ma femme, on s'est installé. Donc ça s'est fait petit à petit. Donc cette transition, je l'ai vue, mais mon père et ma famille, elle est toujours restée. Moi, j'ai mon père et sa femme sont toujours à Stein. Mon petit frère, il est resté à Stein des années. Donc quoi qu'il arrive, j'ai jamais été trop loin. Donc ce changement de classe sociale ou cette montée dans l'ascenseur, comme on peut le dire finalement, ça s'est fait progressivement, mais en trouvant toujours le bouton, si tu veux, zéro rez-de-chaussée pour revenir en bas, parce que se rappeler que tout en bas de l'échelle sociale, il y a une vérité qui est là. Mais moi, j'ai toujours ma famille qui est là-bas. Et donc, je repasse de temps en temps les voir. Enfin, mon père, en tout cas, avec sa femme. Il y a mon petit frère. Parfois, on se retrouve tous là-bas. On passe du temps. Donc, j'ai jamais été trop loin. Et puis, je revois aussi toujours mes amis avec qui j'ai grandi là-bas. Enfin, il y en a un, il y a pas longtemps, qui s'est marié. Donc, ça nous partage toujours des moments ensemble. On reste. Il y en a qui ont voulu rester à Stein. Bon, c'est leur choix personnel. Mais voilà, moi, je me suis dit à un moment donné, je connais bien Stein, enfin, je connais bien la banlieue, plein de villes de banlieue, mais à un moment donné, on veut aussi le meilleur pour sa famille, en fait. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu partir, c'est juste pour donner une chance à ma famille de pas vivre ce que moi j'ai pu vivre. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais sinon, enfin, la banlieue, moi, j'en suis content et je reviens. Enfin, en tout cas, j'essaie toujours de me réengager pour la banlieue, voilà, à ma façon, tant que je peux, pour essayer d'apporter vraiment cette chance à d'autres jeunes qui pourraient en tout cas avoir le même désir de réussir ou de vouloir faire plus dans leur vie, leur donner cette chance de réaliser leurs rêves en tout cas. Donc toi, tu es issu de plusieurs cultures. Comment est-ce que tu vis tes identités culturelles multiples au quotidien? Ça se manifeste comment? C'est assez simple, c'est qu'il y a eu un prédominant, c'était l'Algérie, tu vois. Donc, il y a mon père qui a posé les bases et donc on a grandi. Enfin, moi, du coup, j'ai grandi plutôt dans la culture algérienne finalement. Donc, on est né musulman, on est musulman, on pratique la religion musulmane si tu veux. Mais par contre, j'ai ma mère qui, elle, alors, du coup, quand mes parents sont séparés, mais quand elle était avec mon père, c'était toujours la religion musulmane. Maintenant qu'elle est séparée, du coup, quand je vais la voir, elle a sa vie d'à côté, mais quand je la vois, y a pas, elle respecte en tout cas mes choix à moi, les choix en tout cas de mes enfants, le choix de ma femme, qu'on se revoit. Donc, on, on fait en sorte que ça se passe bien pour tout le monde et de pas de créer de conflits. Et il y en a pas. Et je pense qu'on s'accepte les uns les autres avec nos cultures, ça se passe très bien. Avec la famille, du coup, du côté de ma mère, ça se passe très bien. J'ai jamais eu de problème. Enfin, ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. On s'est perdu de vue pendant un moment pour plusieurs raisons, mais quand du coup j'ai des contacts avec eux, quand je les vois, ça se passe toujours bien. En tout cas, c'est gentil au téléphone, c'est toujours respectueux et ça s'est
toujours bien accepter ce mélange de culture et tant mieux parce que du coup, c'est une richesse, je pense, la diversité culturelle. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a des valeurs de ton héritage culturel, pour le coup algérien, vu que c'est ce qui est Prédominant. prédominant, que tu ne retrouves pas dans la culture française et que tu penses sont tes plus grandes forces? Je me fâche soit contre ma mère, soit contre mon père, quoi. Je vois pas j'ai pas vu la chance que j'ai pas vu de différence parce que, enfin, dans les 2 j'ai eu la même chose, c'est le partage. J'ai ma mère qui est très on peut dire que j'ai récupéré le côté généreux de ma mère et le côté partage de mon père. Enfin, je sais pas, j'espère ne pas me tromper et ma femme, j'espère qu'elle dirait pas le contraire, mais je pense que j'ai récupéré ces 2 valeurs-là, en tout cas, je pense que, hein, je peux me tromper et j'ai eu beaucoup des 2 et il y en a pas eu un qui me manquait chez l'autre. C'est vraiment enfin cette mixité, c'est une vraie mixité du coup culturelle que j'ai eu la chance d'avoir entre ma mère, ses valeurs de ma mère, les valeurs de mon père, récupérées pour que finalement, bah, ça donne, enfin des gens enfin moi et mes frères et comme on est aujourd'hui, quoi. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Mon rêve professionnel, peu importe. Peu importe. Bah, si je reste terre à terre, c'est de me dire que ma famille grandisse, sereinement, que mes enfants grandissent en bonne santé, qu'on ne manque rien dans la vie jusqu'à la fin de nos jours. Si je dois dire un rêve et si je parle de toujours dans les étoiles, ça serait d'un jour de pouvoir avoir, bah, du coup, mon permis de pilote parce que je pense que j'aime beaucoup les avions. Ma femme me voit souvent, j'ai acheté la Xbox pour pouvoir jouer à Flight Simulator. Elle a Elle a rigolé. Mon dernier cadeau d'anniversaire, c'était du pilotage d'avion. Quand on est parti en vacances, bah, j'ai fait aussi des heures de pilotage d'avion. Et si je devais en tout cas penser à moi, un rêve personnel, ça serait obtenir mon enfin en tout cas avoir ce brevet de pilote d'avion. Si je devais avoir des rêves plutôt terre à terre, c'est de penser à ma famille et que, en tout cas, que toute ma famille grandisse bien et en bonne santé. Surtout avec la période qu'on traverse aujourd'hui, c'est pas la meilleure. Donc, enfin, voilà. Si on peut garder toute notre famille en bonne santé aussi longtemps que possible, enfin, je pense que c'est le rêve le plus terre à terre que je puisse avoir aujourd'hui. Tu étais très engagé via la fondation SFR. Dans ton entreprise actuelle, du coup TF1, il y a aussi une fondation. Quels sont tes projets pour le futur? Ouais, alors ça tombe il y a quelques jours, on a reçu un mail justement de la fondation, ou je sais pas de la fondation, j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionne, mais un mail pour dire si on voulait être menti ou mentoré. Du coup, menti, ça veut dire qu'on va bénéficier d'un mentor ou en tout cas être un mentor et du coup accompagner des personnes. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'en tout cas à participer à cette réunion parce que je trouvais ça intéressant et ça va être finalement la prochaine étape en tout cas de mon engagement, c'est vraiment de pouvoir retrouver ce que j'avais chez SFR. C'est vraiment ça qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir un peu cet équilibre professionnel et personnel, mais tout en étant lié au travail finalement ou à l'entreprise qu'aujourd'hui qui est TF1. Et j'ai envie en tout cas de pouvoir redonner à des enfants, à des plus jeunes, de leur reprendre mon stage, leur montrer les métiers de l'entreprise, découverte d'entreprise, ce que c'est que les télécoms, les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense, j'ai la chance d'avoir eu des belles entreprises sur mon CV. Et je pense que ça peut aiguiller, en tout cas, ou ouvrir les yeux à plusieurs jeunes, en tout cas dans différents domaines, hein. J'ai fait des télécoms, j'ai fait du civil, j'ai fait du militaire, j'ai fait du coup des médias maintenant, du ferroviaire. Donc, un peu tout ça, je me dis que bah, c'est une vraie plus-value pour des jeunes. En tout cas, j'espère que ça sera pour être une plus-value pour eux et j'espère en accompagner et en voir d'autres, enfin, finalement, comme moi j'ai pu faire avec mon tuteur qui grandit, et qui un jour me contacte, qui me dit Yacine, super, j'ai réussi à faire ça. Et je pense que je serais très heureux à ce moment-là, quoi. Avec du recul, tu dirais quoi au jeune Yacine aujourd'hui? Au jeune Yacine, bravo, je pense que bravo, parce que je suis vraiment content de là où je suis arrivé aujourd'hui. Il y avait un exercice qu'on avait chez Article 1, c'était qu'est-ce que la réussite et qu'est-ce que la réussite. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes objectifs ou les ambitions dans la vie et que la réussite, elle est propre à nous-mêmes. Et je me rappelle que moi, je disais à ma femme que bah, j'ai grandi en HLM, j'ai grandi en appartement. Moi, j'avais un rêve, c'est juste d'avoir des escaliers dans une maison. Mais c'est pas un mensonge, et je l'ai dit à ma femme. Juste avoir monté des escaliers, c'est signe déjà de dire que, waouh, tu sais, t'as un truc qui est grand chez toi, quoi. Enfin, c'est tout bête, mais c'est juste de l'espace. Et que quand on a acheté la maison, ben, ma femme aussi, on était content d'avoir nos escaliers montés. Et aujourd'hui, je pense que enfin, des années en arrière, ça aurait été peut-être plus difficile. Et j'ai eu la chance d'avoir des membres de ma famille qui ont cru en moi,
d'avoir des professeurs, d'avoir toujours été bien entouré en tout cas. Enfin, je pense, ou bien aidé, ou peut-être une bonne étoile à côté, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours eu un peu de chance dans la vie. Et aujourd'hui, enfin, si je fais un peu d'introspection finalement et je me regarde moi 20 ans en arrière, bah, je pense bravo et je suis content de là où j'en suis aujourd'hui. Et tu lui soufflerais quoi à l'oreille pour l'encourager et Ouais. lui donner un peu plus de motivation? Justement pour qu'il n'écoute pas ce message de ça sert à rien, c'est pas fait pour toi. Ouais. C'est comme regarder les médias aujourd'hui, c'est vraiment se faire sa propre opinion. Déjà, de croire en soi, de pas écouter les autres. Je pense que c'est bien d'avoir un avis des autres si on veut, mais à la fin, la finalité, tout ne revient qu'à nous-mêmes ou à notre cercle familial ou très proche. Et je pense que si je devais chuchoter quelque chose, c'était déjà, enfin, crois en toi. Parce que j'ai beaucoup de mal, moi en tout cas, à croire en moi-même. Enfin, parfois, ma femme me dit, ou des proches disent, c'est super ce que tu fais. Et moi, je dis, ouais, mais en fait, c'est facile. Mais parce que peut-être que je me rends pas compte de ce que j'ai réussi à faire. Et tant mieux. Enfin, c'est de jamais être prétentieux. Continuer à, enfin, en tout cas, si je devais chuchoter quelque chose, c'est continuer à être, enfin, ne sois pas prétentieux, continue à rester humble. Et enfin voilà quoi, va chercher les étoiles s'il faut y aller, mais on s'en fout. Mais rien n'est impossible. Et j'ai appris une phrase, c'est ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était pas impossible. Et donc je pense que on part de ce principe, ça veut dire qu'on peut tout réussir dans la vie, il faut juste pas se mettre de barrière. Génial. Merci beaucoup Yacine. De rien. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. Si t'as envie de me faire kiffer aussi, ce serait d'ailleurs trop sympa que tu me donnes un coup de pouce. Je ne te l'ai encore jamais dit, mais je réalise ce podcast sur mon temps personnel et de façon bénévole. Donc si tu veux aider l'escalier à passer au niveau supérieur, j'accepte les paiements en étoiles, de préférence 5, faites pas les radins, et les commentaires sur ta plateforme d'écoute. J'adore lire des mots doux et en plus ça me fait de la lecture dans le métro. Pour connaître les prochaines étapes de l'ascension de Yacine, je t'invite à le retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, comme d'hab, pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram ou TikTok, @l'escalierpodcast, si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter!